Audrey, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre la formation Making Durable mise en place par SSI Grand Est? Alors déjà, en fait, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille de manière assez importante, en fait, le RSE. Sur la partie sociétale, en fait, on a, comme la vidéo le dit, on a intégré un ESAT qui pour nous était vraiment primordial. Donc il est intégré chez nous. On ne fait pas travailler à l'extérieur, en fait, des personnes, mais ils sont intégrés chez nous. C'est combien de personnes? Alors c'est entre 6 et 12 selon l'activité. Donc c'est 12 travailleurs, on les appelle nos travailleurs, donc qui sont chez nous en interne tout au long de l'année et qui nous aident de manière très importante, en fait, sur des tâches. Alors, soit directement en production, soit sur des tâches répétitives pour des travailleurs avec plus de difficultés. On a monté un fonds de dotation, donc un fonds NORA, pour aider, en fait, les associations locales. Donc en 10 ans, on a aujourd'hui aidé à hauteur de 220 000 € en fait, des associations locales. On a aussi sur la partie environnement, depuis de longues années, banni en fait certaines techniques, certaines technologies en fait dans l'impression qui paraît souvent être un vilain petit canard, on va dire ça. Donc moi, il faut quand même savoir que l'entreprise elle a 46 ans, on a connu en fait les impressions et notamment la sérigraphie à base de plomb. Enfin voilà, on travaillait au plomb. Donc il n'y a plus de plomb, hein, ça. Non, il n'y a plus de plomb, bien sûr. Et aujourd'hui, en fait, depuis maintenant 8 ans, on a banni les solvants. Dans notre impression, on imprime avec des encres à base d'eau et d'amidon. D'autre part, on travaille aussi, nous, dans l'aide en fait, à la biodiversité, en parrainant des ruches et en plantant tous les ans des arbres, voilà, depuis 3 ans. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte de participer à cette formation Making Durable? Alors, la formation Making Durable, pour nous, c'est vraiment un nouveau step, c'est vraiment un nouveau stade. Parce qu'en travaillant en fait sur la communication visuelle, on a souvent un petit souci parce qu'on a l'impression que on est un peu dans dans la difficulté. C'est un produit que l'on garde pas, que l'on jette par après. Et en fait, nous à ce stade-là, on se devait surtout de pouvoir proposer à nos clients en fait des solutions, mais surtout de pouvoir être crédible. Et cette formation, elle nous a vraiment aidés. Elle nous a appris clairement à vendre autrement et à produire autrement. À produire autrement, c'est ce qu'on a vu à travers quelques images. Et on positionne différemment le produit, on fait des calculs pour avoir le moins de chutes possible, c'est ça? Alors oui, la première chose qu'on m'a expliqué durant la formation, c'est la meilleure des choses, c'est de ne pas utiliser la matière de trop. Donc dans un premier cas, dans un premier temps, c'est ça. Donc ne pas utiliser trop de matière, c'est utiliser en fait des logiciels. Donc on a investi dans des nouvelles logiciels en fait de ce que nous on va appeler un terme très technique qui est l'imbrication. C'est de se dire dans une plaque, nous humainement on savait sortir peut-être 6 personnages, mais en les tournant de manière on va dire plus importante, en les imbriquant mieux, on va peut-être en sortir 8. Donc c'est un gain de matière, c'est de la matière qu'on n'utilise pas. Donc bien évidemment c'est bénéfique. Alors l'idée, c'est pas seulement d'éviter d'avoir trop de chutes, donc d'avoir des produits mieux éco-conçus, plus intelligents, mais c'est aussi de mieux les vendre. Et alors là, pourquoi? Parce que les clients sont encore un peu rétifs, ils s'en fichent totalement qu'il y ait de la chute, c'est ça? Alors je pense que ça le devient. On a aujourd'hui de grosses évolutions et fort heureusement, mais nous travaillons avec la grande distribution, donc c'est vrai que comme leurs clients demandent ça, ils finissent par le demander, mais on est encore un petit peu à la traîne, je dirais. Principalement, en fait, ils nous demandent en fait à nous des labels, mais ils nous laissent un petit peu le choix de produire comme on a envie, quoi. C'est combien de personnes au sein de l'entreprise qui suivent? On est 46 personnes. Et qui suivent cette formation? Alors, qui suivent la formation. Alors, il faut savoir que lors de la première formation, Charline nous a quasiment tous formés. Donc ça a été très important en fait pour nous justement en fait d'avoir cet œil extérieur qui a influencé aussi en interne en fait les bonnes volontés de chacun. Et au final, nous avons été 6 à former et 3 de manière très intensive, on va dire. Ça bouscule les habitudes de travail chez vous? Oui. Complètement. Oui. Ça les repense, ça les travaille. Alors il faut savoir que néanmoins ça prend du temps. Mais que cette formation nous a quand même inspiré, insufflé des vraies techniques.
on a eu cette belle idée. Au début, on ne savait pas trop ce que c'était, mais on a travaillé sur des techniques d'idéation. Donc, des idées qui fusent, des cartes qui arrivent, des moments en fait, de brainstorming très importants où on ne savait pas trop quoi chercher, mais en fait, finalement, c'est venu. Et après, ce qui est vraiment top, c'est qu'en fait, on sent que ça vient de l'entreprise, de l'équipe. Et pour ça, pour nous, c'est primordial. Et quelque part, en fait, cette notion en fait, d'équipe, elle va aussi suivre en fait, de la production, puisqu'en fait, on va donner en fait, cette notion en fait, d'éco-conception dans tous les steps en fait, de l'entreprise. Et du coup, on a aussi plus envie de les vendre. Alors, Charline, vous accompagnez depuis 10 mois l'entreprise Nora pour faire monter en compétence un certain nombre de salariés dans le domaine de l'éco-conception. Concrètement, ça consiste en quoi, la formation que vous dispensez ? Alors là, c'est une formation qui est dispensée dans le cadre du parcours Making Durable. Donc déjà, il faut savoir que c'est une durée de 14 mois avec des étapes successives en fait. Donc il y a un petit slide qui présente les grandes étapes d'une démarche d'éco-conception, ou en tout cas les grandes étapes pour l'intégration d'une première démarche. Et on va réaliser plusieurs choses. On va faire un diagnostic stratégique, positionner l'entreprise sur le plan réglementaire, les attentes des clients. On fait tout un panel sur l'aspect marketing, voilà, sur plein d'accès, plein de thèmes différents. Samuel connaît bien ça aussi, puisque c'est des choses qui se font depuis 12 ans avec, à l'époque, au pôle éco-conception, le pré-diagnostic éco-conception qui permettait d'avoir tout ce spectre en fait avant l'intégration d'une démarche d'éco-conception. Ça pose un contexte stratégique. Ensuite, on a un diagnostic environnemental. Donc, c'est l'évaluation environnementale d'un produit sur lequel on décide de lancer une démarche d'éco-conception. Et à partir de ce diagnostic environnemental, on va identifier les principaux postes contributeurs aux différents indicateurs d'impact environnementaux. Donc en gros, on va avoir un produit, on va voir si l'essentiel de l'impact se situe sur la matière première ou sur d'autres phases du cycle de vie du produit, par exemple. Et ensuite, on va rentrer dans je vous la fais en accéléré, mais ensuite, on va passer dans une phase de recherche de solutions. On a plein de choses pour rechercher, trouver des solutions. Vous parliez d'intelligence économique. Un des métiers de l'intelligence économique, c'est de faire de la veille. C'est déjà savoir ce qui se fait ailleurs dans le même secteur pour répondre à la même fonction, voir qu'on peut apporter pour répondre à une même fonction plein de solutions différentes. Et puis, c'est aussi essayer de rechercher des solutions qui n'existaient pas ou qui existent, mais par la mise en place de méthodes de créativité et d'idéation. Voilà, la créativité, donc c'est l'intitulé de la séquence que je présente aujourd'hui, c'est d'imaginer que l'idéation et la créativité, c'est vraiment la clé de voûte d'une démarche d'éco-conception. Pourquoi ? Parce que dans le cadre d'un programme d'accompagnement, c'est vraiment le moment où, je pense, pour le cas d'Amulis, en tout cas, qui se positionne vraiment sur le développement des compétences au sein des organisations, c'est vraiment le moment où l'entreprise va prendre en main sa propre démarche. La partie mise en œuvre, il y a des cabinets comme la coopérative MU, voilà, qui vont vraiment travailler jusqu'au design, la conception du produit, accompagner les entreprises dans la mise en œuvre. Là, c'est différent. C'est le moment où l'entreprise, dans le cadre d'un parcours comme Making Durable, va vraiment prendre en main sa démarche et mettre en œuvre les solutions issues d'une séance d'idéation. Voilà. Charline, quels outils vous utilisez justement pour faire émerger comme ça des idées, pour faire phosphorer les gens, pour que ça paraisse ludique mais en même temps sérieux et que ça apporte à l'entreprise ? Oui, alors pourquoi on essaye de donner un aspect ludique à l'idéation ? Parce qu'il y a un fort enjeu aussi à la gestion du changement quand on intègre ce type de démarche, et le fait de mettre un maximum de parties prenantes internes à l'entreprise autour de la table. Pourquoi ? Pour que chacun puisse s'approprier la démarche, la méthode. Amulis a développé un jeu de cartes donc, qui s'appelle Éco-Concept, les 8 axes de l'éco-conception, qui est inspiré de la... C'est très simple. Pour les connaisseurs, c'est la roue des stratégies de Brézet, qui est une des plus vieilles méthodes dans le milieu de l'éco-conception. Donc un jeu très simple, basé sur les 8 axes de la roue des stratégies de l'éco-conception et avec des stratégies possibles à mettre en œuvre. Et en fait, chaque carte va être retournée lors d'une séance d'idéation. Il faut savoir que les étapes précédentes permettent de définir une problématique auquel l'entreprise va répondre, puisque dans le cadre d'une phase de créativité, il faut bien définir une problématique en amont. Donc on va retourner des cartes et en fonction du nombre de personnes qui sont autour de la table, on va leur demander ce que ça leur évoque par rapport au produit sur lequel on est en train de marcher et
et identifier un maximum d'idées. On peut se retrouver comme ça à l'issue d'une séance avec dans le cadre de Making Durable, avec les 11 entreprises accompagnées, on avait plus d'une centaine d'idées en moyenne par entreprise. Par entreprise, par projet. Oui, alors 100 idées c'est beaucoup. Et, oui, il faut faire le tri ensuite. Voilà. Et après la séance de créativité, on le retrouve dans la méthode Open Green qui a été écrite par Hélène Telon du cabinet Ginko 21. On retrouve la partie créativité où on entend que en gros, au-delà de 30 idées, ça devient digeste à travailler pour sélectionner et aller sur la mise en œuvre. Ah donc, il faut faire un pré-travail en fait, de sélection en équipe au sein de l'entreprise avant de passer sur une étape d'approfondissement, de cotation et de retenue des idées qu'on va souhaiter mettre en œuvre. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire l'entreprise s'approprie la Exactement. Totalité de l'éco-conception. C'est pas de le sous-traiter à un prestataire externe. Il y a plusieurs idées derrière ça. D'une part, c'est quand on a fait le diagnostic environnemental, on a identifié les priorités de reconception. Et aujourd'hui, je pense qu'une grande partie des personnes qui sont présentes dans la salle sont d'accord pour dire qu'il faut aller vite pour réduire l'empreinte environnementale des produits. Donc déjà, avec une méthode comme celle-là, on va pouvoir se focusser que sur les enjeux les plus importants par rapport aux produits concernés de manière ludique. Voilà. Et ça reste, le jeu reste un outil facilitateur pour intégrer ce type de démarche au sein de l'entreprise. On a bien joué chez Nora ? On a été épuisés, oui. Non, on a joué, je crois qu'on était 8 autour de la table. Ça a été stimulant parce que on a dû faire 8 heures de travail, mais il en est sorti, je pense, des semaines, parce que les mots, les cartes, on les a remémorés, on les a sortis pour finalement, en fait, on va dire effectivement s'approprier le projet. En fait, tous les personnes qui étaient autour de la table aujourd'hui se sentent chargées d'une mission en fait dans l'entreprise. Donc c'est ça déjà en fait qui pour. Ça ne les a pas trop effrayés ? Au début, si. Charline le sait bien, au début, c'était si. Alors, il a aussi fallu parfois batailler en interne, clairement. Mais aujourd'hui, je pense que les 6 à 8 personnes qui étaient autour de cette table, aujourd'hui, sont complètement convaincues. Et après, voilà, quand on a la chance de sortir un produit, on sait que toute l'entreprise l'a fait et je dirais, c'est notre récompense. Samuel, c'est des outils que vous utilisez, vous aussi ? Alors, la roue des stratégies, on l'utilise tous. Là, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un objet tiers sur lequel s'appuyer, parce que le tout, quand on anime les séances de créativité, c'est que tout le monde puisse prendre la parole et pas uniquement toujours les mêmes. Et je trouve que c'est l'intérêt, l'intelligence d'amener le jeu dans ce type, on va dire, de séance. Parce qu'autrement, on tourne un peu en rond sur les mêmes idées avec les mêmes personnes, et c'est de pouvoir faire intervenir toute personne qui participe au développement du produit et à ses créations. Et des fois, les gens ont peur parce qu'ils sont à la production, ils ont peur de s'exprimer par rapport au bureau d'études sur des choses. Et ce type d'outil permet en général justement de lever ses freins. Donc ça nécessite. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu 8 heures, qu'il y ait eu beaucoup d'idées. Voilà. Charline, je vous en prie. Vous aviez peut-être quelque chose à ajouter. Cette formation, elle va durer jusque quand encore ? C'est encore quelques mois, c'est ça ? Alors, jusqu'à février 2023, on passe sur... là, on est en pleine partie de mise en œuvre. Donc, on voit l'exemple avec le petit chevalet qui a déjà alors, vous allez peut-être nous commenter ça oui, alors... Audrey, c'est quoi ces 2 chevalets ? Alors, le chevalet, en fait, c'est un produit, on va dire, d'appel chez nous. C'est un produit de communication visuelle qui nous permet, en fait... d'informer donc sur des produits ou de faire en fait de l'information prix. C'est un produit qui a une durée de vie relativement importante en magasin, donc c'est justement celui-ci qu'on voulait travailler. Donc on est passé par plein de stades là en 3-4 mois. On a voulu proposer un produit alors éco-conçu. Et avec une petite particularité, parce que nos clients, donc la grande distribution, ont toujours le terme d'éco-conçu avec baisse de prix. Aujourd'hui, un produit éco-conçu est un produit moins cher. Voilà. Donc, ah bon ? Oui. En tout cas, pour notre clientèle, oui. Samuel, vous souhaitiez réagir ?
C'est vrai que les acheteurs, quoi qu'on mette, c'est toujours moins cher. Ça doit être moins cher. Non, après, il y a des évolutions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ramène un peu de technique auprès des acheteurs qu'on pourra rediscuter. Mais la notion de prix, comme on l'a dit en introduction, c'est un élément un peu important en ce moment. Oui, ça l'est. Alors, juste pour bien comprendre vos deux chevalets, il y en a un des deux qui est éco-conçu et pas l'autre. Non. Complètement, alors. Si. Alors, voilà. Ça n'a pas l'air, voilà, où ça se voit très peu, donc c'est très bien, déjà. Peut-être pour nos amis en salle, effectivement, qui sont un peu loin, ça sera peut-être un peu difficile. Alors, on va essayer de zoomer. C'est un petit chevalet donc, de format A6 pour celui-ci. Là-bas, vous avez la version A4. Donc, aujourd'hui, c'est un produit qui est fabriqué donc, en matière plastique. L'idée, en fait, c'était de le concevoir de manière donc, éco-conçue. On est passé par un stade en fait, de changement de matériel. C'est lequel qui est éco-conçu? Celui-ci. Voilà, ok. Donc, sur la gauche pour le on est passé par plein de steps, effectivement, comme tu disais, Charline, et pour avoir, je dirais aujourd'hui, le produit abouti. Donc, on est resté donc sur une matière plastique. Néanmoins, aujourd'hui, ce produit a 14% de matière en moins, a une technique en moins, c'est-à-dire aujourd'hui, vous voyez un pli ici qui nécessite une machine en fait avec du chauffage. Donc, et ici, vous aurez qu'un pli. Un seul pli. Donc, pli, moins de consommation. Moins de consommation d'énergie. Et donc, combinant les deux, on arrive à ce que tout le monde recherche un petit peu, une économie tarifaire. Avec une fonctionnalité en plus, ce produit donc, va être que en manière donc, portrait, alors que celui va en plus avoir la possibilité d'être proposé en paysage. D'accord. Voilà, une fonctionnalité de plus en plus. Donc ça, ce sont des produits maintenant que vous proposez. Vous éliminez l'autre gamme? Alors, on va... là, oui. Vraisemblablement, en fait, on ne s'est pas encore positionné parce que nous, on est en fait sur des catalogues sur des années un petit peu coulantes, donc qui sortent de mars à mars. C'est un produit qui va être proposé, vraisemblablement, comme il combine effectivement la conception éco-conçue et une diminution tarifaire. A priori, il mangera en fait l'ancien produit. On va peut-être inviter, si vous avez envie de réagir, vous réagissez sur scène. On va peut-être prendre quelques questions de nos amis en salle, si vous le souhaitez. J'aimerais bien voir quelques doigts ou bras se lever. Non, on n'en a pas pour le moment. Et puis, je n'en vois pas. Si? Alors voilà, on vous apporte un micro. Merci à nouveau de vous présenter. Anthony Boulle, Société Mu, merci pour votre témoignage. Je trouve ça très intéressant, les entreprises qui cherchent à internaliser la compétence. Je pense que c'est l'avenir de l'éco-conception, et Samuel le disait, de plus en plus d'ingénieurs sont recrutés pour être éco-concepteurs dans leurs entreprises. Comment vous prévoyez, après le programme, quand vous sauterez dans le grand bain, comment vous prévoyez de capitaliser cette compétence éco-conception chez vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être chargé d'éco-conception pour l'ensemble de vos projets, ou est-ce que c'est une compétence que vous allez diffuser au sein de peut-être les 3 personnes qui ont été formées de manière plus intense? Merci. Alors aujourd'hui, on a alors, le choix pour l'instant n'est pas acté. Maintenant, j'aurais tendance toujours à dire qu'il a fructifié en interne. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de garder en fait les 3 personnes en fait dans le projet. Maintenant, effectivement, je pense qu'on est vraiment qu'au début du projet. On n'est qu'au début en fait des démarches. Après, je pense qu'il y aura aussi une notion de temps où une personne sans doute externe, spécialiste, devra, je pense, porter main forte en fait au projet dans l'entreprise, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est en interne, ouais. Et, ça me paraît évident de leur garder leur projet. Voilà. Si je peux juste compléter, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises PME qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir un ingénieur en éco-conception, à 45 personnes, ça fait quand même pas beaucoup. Et la question du pilote du projet éco-conception et des compétences nécessaires pour pouvoir piloter le projet en interne, accompagner les différents projets d'éco-conception, faire les choix, faire l'interaction éventuellement avec des bureaux d'études extérieurs devient de plus en plus prégnant sur ces petites entreprises. Enfin, quand je dis petites entreprises, jusqu'à 150, 200 salariés. Après, on passe à un gap où on peut peut-être investir sur une compétence dédiée. Mais c'est un vrai sujet.
pour le coup. Vous aimeriez qu'il y ait plus de formation, plus d'étudiants dans ce domaine, ou ils existent déjà, mais pour l'instant, les entreprises sont encore un peu... Alors, je vais témoigner, puis dans la salle, ils me corrigeront, ceux qui recrutent pas mal. On a 2-3 écoles en France qui forment correctement à l'éco-conception. Ça nous fait quoi, 100 personnes par an, bon an, mal an. Et les besoins sont nettement supérieurs, c'est ça ? Aujourd'hui, ils sont supérieurs, enfin, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, c'est quand même des niveaux de qualification élevés, puisque c'est souvent des bacs plus 5 à double compétence, que ce soit chimie et environnement, mécanique, environnement, matériaux et environnement. Vous avez la chance d'avoir en plus une formation sur le territoire, je peux la citer, c'est l'UTT de 3, nous on recrute beaucoup à l'UTT de 3, c'est pas très très loin. Et donc, se pose la question plutôt en interne, c'est quel est le niveau de compétence nécessaire et suffisante pour être pilote de l'éco-conception, comme on a des pilotes de la qualité ou autres. Voilà, donc pour pallier à ce problème-là. Et dans ce cas-là, on recherche quel profil dans l'entreprise ? Eh bien justement, c'est un peu à construire. C'est des choses où il faut qu'on commence à y réfléchir, qu'on réfléchisse ensemble, à la fois avec les entreprises, avec les pouvoirs publics, peut-être un référentiel de compétences à définir, je ne sais pas. Allez, voilà, encore une question. On vous apporte le micro. Si, n'hésitez pas. Vous avez le droit de poser une première, une deuxième, une troisième question. Avec grand plaisir. Oui, plutôt en direction de M. Meyer. Ça peut être un témoignage. Par aussi, rapport à ce que vous expliquez, qu'est-ce qui fait qu'on fait le focus sur les ingénieurs aujourd'hui, sur l'éco-conception, en sachant que ce sont des sujets transversaux au sein d'une entreprise ? En fait, c'est la complexité du projet éco-conception, puisqu'il faut arriver à discuter à la fois d'un point de vue technique sur le choix des matériaux, des process, le recueil de données, être en mesure de travailler avec les équipes marketing, le développement, les investissements, etc. Donc aujourd'hui, les formations initiales, malheureusement, elles sont plutôt à bac plus 5. Pour autant, si c'est juste, entre guillemets... pisser de l'ACV avec un logiciel dédié, etc. On n'a pas forcément besoin de... Voilà, le grand, ils ne passent pas forcément par des ingénieurs pour faire toutes leurs analyses du cycle de vie. Ils ont un cadre pour faire leurs analyses qui est complètement dédié. On a besoin de compétences un petit peu inférieures, mais on est dans de la systématisation en fait, du projet. Voilà. Et juste pour revenir quand même sur des compétences, quand nous on embauche un ingénieur en sortie d'école, il nous faut 2 ans en interne, vous me corrigerez, pour que ça tienne à peu près la route en éco-conception. Donc même la formation initiale, elle n'est pas forcément suffisante. Oui, j'entends bien, mais tous les business ne sont pas tournés autour de production ou ont des ingénieurs en interne. C'est en cela où je pose la question. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est récurrent dans l'éco-conception, c'est l'ingénierie et les bacs plus 5. Et en effet, aujourd'hui, par exemple, si on prend l'éco-conception des services aujourd'hui, il y a une ingénierie économique à réaliser, mais pas forcément une ingénierie au niveau de la conception conceptuelle, quoi. Alors nous juste pour revenir sur la partie service, qui n'est pas forcément très très bien détaillée, puisque dans toutes les normes d'éco-conception ou outils, la première chose qu'on fait, c'est définir produit comme étant un produit ou un service. Et donc les méthodes et les lignes guides d'application sont contextualisées comme ça, même si nous on estime qu'en service ça ne marche pas toujours comme ça. Néanmoins, je ne connais pas de service qui ne s'appuie pas sur des produits et des infrastructures aujourd'hui. Donc ça nécessite une réflexion globale. Après, quand je dis bac plus 5, nous on recrute ingénieurs parce qu'il faut faire l'analyse environnementale et que ça nécessite de comprendre les aspects environnementaux, etc. On peut imaginer, et je crois qu'on a eu l'exemple tout à l'heure avec Marion, qui est issue d'école de commerce avec une double compétence en environnement. Enfin, je suis pas, c'est pas ça. Mais force est de constater qu'aujourd'hui les formations initiales en éco-conception, c'est bac plus 5. Plutôt ingénieur. C'est très peu, et malheureusement, c'est très peu intégré dans les écoles de commerce. Et juste pour vous donner un exemple, il y a un réseau de recherche en éco-conception qui s'appelle EcoSD, et il y a, je crois, pas d'école de management dedans pour l'instant. Et c'est que vous allez retrouver Supélec, Mines, Arts et Métiers, etc. Et dans les écoles de management, c'est en train de se développer au fur et à mesure. On espère que ce ne sera pas uniquement une option dans les cursus.
juste pour rebondir, si je vous en prie, Charline, bien sûr. En fait, le sujet de l'éco-conception, aujourd'hui, il est quand même plus ancien en fait que d'autres de l'éco-conception de produits, que le sujet de l'éco-conception de services, par exemple, ou encore l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui sont quand même des thématiques plus récentes en termes de développement de compétences, ou encore l'analyse sociale du cycle de vie des produits, qui sont, on va dire, les thématiques qui ressortent de l'éco-conception. On en parle plutôt depuis 20 ans, ce type de thématique, plutôt, je dirais, de 8 ans, et les méthodes sont assez récentes. Donc, en fait, c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau des compétences, des écoles, etc., on a des choses qui sont assez formalisées sur la démarche d'éco-conception de produits, mais voilà, peut-être qu'il faudrait justement intégrer des aspects plus liés aux services, au modèle économique des entreprises, comment on fait de l'éco-conception de modèle économique, parler d'économie de la fonctionnalité et d'analyse sociale aussi du cycle de vie des produits pour fédérer autour de ces démarches au niveau du développement des compétences en éco-conception, en tout cas. Il y avait une question pour vous, Charline, de nos amis internautes. Le jeu de l'éco-conception est-il disponible à la vente ? Alors, ça c'est un... Si, pas... Alors oui, non. En fait, il est très récent, ça c'est un prototype. Il va être disponible à la vente à partir entre 7 et 15 novembre. Il est en cours d'impression en Alsace, en fait. Et il faut savoir qu'il y a 71 cartes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un appel à projet de BPI France, un appel à candidature de BPI France qui est sorti pour réaliser des diagnostics éco-conception au sein des entreprises. Et dans cet appel, il y a une annexe qui reprend certaines stratégies de la roue d'éco-conception et on a intégré des axes en plus qui sont aussi dans cet appel à candidature. Et les gens pourront l'utiliser en interne sans problème. Il n'y a pas besoin il sera en vente très formation trop poussée. Non, nous on sera disponible s'il y a des questions. Toutes les règles du jeu et les techniques d'animation différentes seront présentées sur le site internet de la société Amulis pour avoir toutes les opportunités, les possibilités, les manières de l'animer à disposition, et en intégrant la partie convergence aussi, des conseils pour la partie convergence, sélection des idées, cotation derrière. Allez, on reprend une question en salle. Monsieur, merci de vous présenter. Bonjour, merci. Michel Kozderka, Université de Strasbourg. Je voulais rebondir un tout petit peu sur la discussion précédente. Selon vous, où est le plus grand manque aujourd'hui dans les compétences des jeunes diplômés ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on développe prochainement ? Si je reste dans l'éco-conception, est-ce que c'est plus le produit, le moyen de production, la gestion et l'industrialisation, ou peut-être même complètement différent ? Vous avez mentionné les écoles de management, etc. Alors, moi, je suis un peu désespéré. Je veux dire, on ne peut pas avoir des ingénieurs. Aujourd'hui, on ne devrait pas avoir d'ingénieurs éco-conception. On devrait avoir des ingénieurs ou des écoles de management qui intègrent l'environnement. Et ce n'est pas en ayant des options non obligatoires de quelques semaines ou de quelques heures qu'on va arriver à avoir des gens robustes et qui vont déployer derrière, parce qu'après ils auront oublié une fois qu'ils vont arriver en entreprise. Donc à mon sens, il faut l'intégrer dans l'ensemble du processus. Et alors je rappelle quand même qu'il y a une réforme des IUT qui est en cours. Il y aura l'intégration de l'éco-conception de manière massive, parce qu'on parle de plusieurs centaines d'heures de cours, même si je crois que l'Éducation nationale n'a pas forcément prévu de staffer les équipes pédagogiques, donc charge à eux de se débrouiller. Mais voilà, à mon avis, l'idée, c'est pas de faire un focus sur telle ou telle matière, c'est d'intégrer l'environnement dans l'ensemble des choix et l'ensemble du processus. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire, c'est une option qui est en plus, et ça devrait être comme un critère de conception comme un autre. Donc, intégré dans les matériaux, dans la logistique, dans le calcul des investissements, de rentabilité et autres. Alors, je vous en prie, Nora. Ouais. Oui, Audrey, pardon. Pas de souci. Moi, je me permets juste de rebondir. Donc, effectivement, nous, en tant que PME, on n'avait pas une personne dédiée. Néanmoins, ça fait 4 ans qu'on a intégré donc un compagnon bois, parce que les matières plastiques aujourd'hui, on en parle comme la bête mauvaise en fait de la communication visuelle. Donc on fait beaucoup d'éléments en bois. On a intégré donc un compagnon bois qui aujourd'hui est porteur du projet. Donc voilà, encore une fois, le niveau d'études, c'est surtout le niveau d'implication, clairement. Et il faut
je pense être porteur d'un projet pour que les jeunes suivent. Et je peux vous dire que le compagnon, enfin Philippe, que nous avons, est aujourd'hui l'instigateur en fait de ce que vous avez devant nous. Et c'était pas... il est sorti compagnon, je pense, il y a une dizaine d'années. Je pense que c'était pas du tout dans sa formation, mais aujourd'hui, il le prend à bras-le-corps. Donc voilà, ça peut aussi se passer comme ça, je pense. On avait une question d'un internaute. Éco-conception ne signifie-t-il pas moindre qualité ? Peut-être qu'il n'a pas vu la vidéo de Dot Drop, pour le coup. Je vais revenir sur les principes dont je parlais tout à l'heure, et dans un des principes qui était fonctionnel et système. Donc c'est bien pour un service rendu. Et d'ailleurs, quand je reviens sur l'écolabel européen, qui a été un peu détaillé tout à l'heure, un des premiers critères de l'écolabel, c'est la performance. Et on a eu des produits de nettoyage qui étaient présentés. Et moi, je peux vous dire que les qualités attendues pour obtenir l'écolabel, c'est plutôt du produit premium sur l'écolabel européen. Voilà. Ce qui peut d'ailleurs nous poser des soucis sur les lessives, parce que les agents blanchissants... pour avoir un blanc éclatant, c'est un peu compliqué de les faire au regard du cahier des charges de l'écolabel. Mais voilà, non, c'est d'abord fonctionnellement, ça doit répondre aux clients, l'utilisateur, ça doit y répondre dans le temps, on l'a vu dans les exemples, et ça doit y répondre dans la dose et autres. Charline. Moindre qualité, je dirais non, parce qu'à partir du moment où on dégrade la qualité d'un produit, on va dégrader sa durée de vie, et c'est complètement antagoniste avec les ambitions qu'on porte au démarrage d'une démarche, en fait, en général. Voilà. Audrey, chez vous, quels sont les projets que vous souhaitez mettre en place ? Vous nous avez expliqué que vous réduisez les chutes, vous avez formé les commerciaux pour qu'ils vendent mieux, finalement, des solutions proches de l'environnement. Il y a d'autres projets ? Alors nous, il faut savoir que quand on a travaillé en fait les ACV de nos produits, on s'est rendu compte durant la formation que le step ou le stade le plus impactant, c'est la fin de vie. Oui, clairement. La fin de vie des produits. Qu'est-ce qui deviennent aujourd'hui ? Aujourd'hui, en fait, ce qui manque beaucoup, c'est le recyclage, clairement. Donc, pour nous, à notre stade, c'est plusieurs solutions, c'est-à-dire laisser à nos clients en fait le choix du recyclage, ça veut dire leur donner des matériaux qu'ils peuvent eux-mêmes recycler. Parlons papier, carton, ce genre de choses, puisqu'ils ont aujourd'hui les bennes dans leur magasin, dans leur centre commercial. Et quand ils ont des produits aujourd'hui en dehors de cette typologie de produits, le vrai travail qu'on est en train de mener, alors c'est long, ça va pas être tout de suite, mais c'est pour nous, dans l'appel d'offres, donc dans nos appels d'offres en fait pour nos clients, c'est de proposer immédiatement en fait la solution de fin de vie, c'est-à-dire de globaliser en fait le prix et de leur dire à l'issue de ça, on vous trouvera cette solution pour le recyclage du produit. Et ça, c'est facile ? Non, vous réfléchissez encore ? Il Là, n'y a pas forcément la filière derrière ? On n'a pas forcément la filière derrière. C'est pas toujours simple parce qu'en fait, il faut. Là, on est un petit peu Géo Club Med parce qu'il faut motiver. Il faut motiver aussi nos clients parce qu'on a eu quelques cas un petit peu difficiles où on pouvait recycler en fait des anciens produits, mais le client n'a pas souhaité le faire parce que ça demandait trop d'énergie. Donc voilà, on est encore tout au début, mais en tout cas, pour nous, c'est sûr que d'ici 6 mois, 1 an, on va y aller vraiment à fond là-dessus. Voilà, d'accord. Donc des prochains défis à relever. Samuel, un dernier mot. Quel conseil vous avez envie de donner aux chefs d'entreprise qui nous regardent aujourd'hui, qui nous suivent aujourd'hui en direct ? Je crois qu'il faut y aller, les gars. Là. Il faut y aller, les gars. Je veux dire, c'est le moment. Voilà. Les gars et les filles. Hein. Ouais, les gars, je veux dire, oui. Les hommes et femmes. Il faut s'engager maintenant. Et puis voilà, si vous ne savez pas vraiment où vous en êtes, voilà, vous avez la chambre de commerce qui a des collaborateurs qui sont dédiés, qui vont pouvoir vous orienter sans, voilà, ils ont pas de business à faire avec vous directement. En plus, ils ont un programme d'action sur lequel ils peuvent vous orienter. Et puis, il y a des programmes individuels et des dispositifs. Donc, si vous ne savez pas comment prendre, voilà, je pense que vous pouvez commencer par là. Et puis après, pour ceux qui veulent s'engager, voilà, je pense qu'il y a pas mal de bureaux d'études qui sont là. Je vous invite à les rencontrer cet après-midi. Je pense qu'ils seront là et ils pourront répondre à toutes vos questions et voir comment vous aider dans vos projets et puis vous alerter s'ils identifient, parce qu'ils ont l'habitude d'en avoir, des points un peu spécifiques à prendre en compte dans vos futurs développements. Merci beaucoup, merci Charline, merci Audrey, merci Samuel. On peut vous applaudir.